je suis le point final de cette histoire. Est-ce que je décide de l'éteindre ou est-ce que je décide, avec les modestes éléments que j'ai à disposition, aussi fragiles soient-ils, de continuer quelque chose? Bienvenue dans l'essence de la danse. Je suis Myriam Selam, journaliste et passionnée de danse. Aujourd'hui, je reçois Raïssa Ley. Elle a choisi de continuer une mémoire amazigh, de continuer des gestes ancestraux en les faisant dialoguer avec le walking. Cette danse naît dans les clubs queer afro-américains de Los Angeles. Ce qu'elle fait n'est pas une simple fusion, c'est un acte de transmission. Si vous aimez ces conversations, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Ici, on parle du pouvoir du corps. Bienvenue dans l'essence de la danse. Bonjour Leïla. Bonjour Myriam. Comment vas-tu? Ça va et toi? Super bien, super bien. Super, merci pour l'invitation. Et écoute, je suis ravie de te recevoir. On va commencer tout de suite. Je voudrais que tu me dises, c'est la première question rituelle. Si tu fermes les yeux, tu veux bien? Ouais. Si je te demande ton premier souvenir de danse, qu'est-ce qui apparaît là tout de suite? C'est au Maroc, sur le toit de la maison Le Stah. On fêtait une fête familiale. Je crois qu'un de mes frères avait eu son bac. Et je vois mon père danser, être quasi en transe du Hidouz. Donc la danse traditionnelle de ma tribu avec toute la famille autour. Et ça, c'était un moment, j'imagine, très important, très chaleureux. Comment tu le décrirais? C'est un moment, oui, très chaleureux et naturel. Où en fait, tu sens pas la démonstration de la danse, mais tu sens l'objet social. Où on te dit pas ah non, moi je sais pas danser, ah mais c'est toi la danseuse. En fait, tout le monde danse de la même manière que tout le monde parle, de la même manière que tout le monde mange, que tout le monde chante et joue de la musique. Et tu parles de tribu, donc c'est ta tribu, et vous êtes aussi votre tribu, parce que donc c'est avec ta famille. C'est un mot qu'on n'utilise pas souvent, pourtant. Oui, alors, quand on parle en Darija, donc au Maroc, même voilà, dans toute l'Afrique du Nord, on n'utilise pas le mot tribu pour désigner une tribu. On donne son nom directement, comme si on donnait son prénom ou son nom de famille. Et du coup, c'est vrai qu'on fait des translittérations à l'occidental qui ne correspondent pas parce qu'il n'y a plus d'équivalent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'équivalent, je dis qu'il n'y a plus parce qu'il y a eu des tribus gauloises aussi. Bien sûr. Voilà, on ne dit pas la tribu corse, on dit les Corses. Tout à fait. Chez nous, c'est pareil, mais il y a toujours un mot qui va faire un petit peu l'intermédiaire pour expliquer qu'il y a un fossé entre voilà, l'Europe et l'Afrique du Nord qui fait que, oui, on utilise le mot tribu. Mais c'est aussi pour exprimer le fait de se rassembler entre personnes qui ne sont pas que frères, sœurs, mais qui sont cousins, cousines, et qui font partie, voilà, on va dire, d'une fraction commune. Tu es marocaine et tu es amazigh. Et on ne va pas utiliser le mot berbère pour une raison assez simple et étymologique. Et je voudrais que tu me dises pourquoi. Oui, alors j'en parle très souvent. Donc le mot berbère vient du mot barbare, qui lui-même n'était pas péjoratif de base. Il a une racine plutôt voilà, romaine, qui veut dire celui qui parle une langue étrangère, comme on pourrait dire un étranger, un métèque. Et petit à petit, c'est devenu péjoratif dans le sens les barbares qui attaquent le pourtour méditerranéen. Et amazigh, ça veut dire l'homme ou la femme libre. Donc, comme je le dis souvent, c'est beaucoup plus noble. Et surtout, on se nomme avec une sémantique qui nous appartient et pas qui appartient à un autre continent. Et surtout, on parle d'une langue étrangère alors que les amazighs étaient déjà présents avant. Oui, voilà, on est venu nous attaquer, à peu près tout le monde, mais nous sommes le peuple originel d'Afrique du Nord. Avant que, en fait, les Arabes et qu'il y ait l'islamisation qui arrive finalement dans toute cette partie. Alors, c'est une partie qui est quand même très grande puisque ça du Maroc à la Libye en passant par une partie du Sahara. Oui, c'est une dizaine de régions, pays. Il y a aussi les îles Canaries, voilà, une partie du Niger, la Mauritanie, des pays qu'on connaît un petit peu moins parce qu'on réduit souvent aux 3 pays, Maroc, Algérie, Tunisie, mais c'est bien plus étendu. Et la Libye, notamment, effectivement, est un berceau de la civilisation amazigh. La tribu Zénet, à laquelle j'appartiens, s'étend d'ailleurs du Maroc de l'Est jusqu'à la Libye. Donc on a vraiment des similitudes et c'est un bloc qui est évidemment bien plus antérieur à, on va dire, le morcelage de l'Afrique qui a été fait par les Européens, vous voyez, avec des frontières un peu carrées et rectangulaires qui font aucun sens. Oui, et puis il y a on estime entre 30 et 40 millions de personnes. Amazigh, oui. Je dirais beaucoup plus parce qu'en fait, il y a une nuance entre les amazigrophones et les amazighs.
Donc, avec le temps, la langue s'est perdue pour beaucoup de tribus. La mienne étant une petite tribu, pareil, il y a eu une perte avec la nouvelle génération. Mais je dirais, grosso modo, que ça concerne plus 100 millions de personnes. Ah bon? Voilà. D'accord, ok. Parce qu'en fait, on compte les descendants. Il y a les personnes qui se revendiquent plus Amazigh parce qu'elles disent « Non, mais moi, je ne suis pas Amazigh parce que ma grand-mère a vécu dans une grande ville. » Donc, il y a une scission un peu comme ça, de se dire tu viens des campagnes, t'es Amazigh, t'as une lignée un peu plus noble de la ville, depuis 3 générations, t'es arabe. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le pourcentage d'Arabes qui sont venus en Afrique du Nord, par rapport aux habitants d'Afrique du Nord, est très réduit. Donc, même si mathématiquement, on applique des mariages mixtes, on n'arrive pas à une étendue arabisée pleine. Par contre, il y a une culture arabe, il y a une identité arabe en Afrique du Nord qui est indéniable. Moi, c'est pas du tout mon propos, voilà, parce que les gens partent vite dans « non mais vous voulez la scission, etc. » C'est pas du tout le propos, c'est le contraire, c'est de dire ne nous effacez pas. C'est pas parce qu'il y a une grande arabisation et vraiment qui perdure qu'il faut effacer le peuple originel. Et surtout poser des bons chiffres. Et c'est très difficile aujourd'hui de poser des chiffres, mais c'est vrai qu'avec les avancées technologiques et les tests ADN, il y a des grandes surprises. Il y a des personnes qui se découvrent 0% du Moyen-Orient, par exemple. Oui, bien sûr. Voilà. En tout cas, donc ce premier souvenir, c'est un souvenir familial qui est puissant, qui est aussi est souvent lié donc au collectif, tu disais. Et c'est une célébration, c'est un moment particulier. C'était quoi? C'était une fête pour, si je me souviens bien, un des bacs de mes frères, parce que moi j'ai des frères et sœurs qui ont une dizaine d'années de plus que moi. Et du coup, tout était sujet à faire la fête. Déjà, chaque été, il y avait beaucoup de mariages. Et on faisait ça dans les maisons. À l'ancienne, donc tu ramènes pas d'orchestre, voilà, on mettait un peu de musique, mais ils jouaient avec des bandirs, etc. Donc oui, il y avait cette volonté de se rejoindre, de fêter ensemble. Et puis l'été, comme on était un peu dispatchés toute l'année, l'été c'était l'occasion effectivement de créer une fête pour se retrouver. Mais en tout cas, il fallait un motif. Il faut toujours un motif pour chanter, danser. On fait pas ça pour une performance quelconque. Et c'est un souvenir qui est d'autant plus touchant et frappant pour moi parce que mon père est décédé malheureusement quand j'étais enfant, pas très longtemps après ça. Donc ça reste comme un dernier souvenir de la même manière que c'est un premier souvenir. Voilà, ça se confond et du coup c'est encore plus puissant dans mon corps et dans ma mémoire. Et justement, quand tu parles de ton corps, c'est quoi? Quelle est l'émotion, la sensation que ça évoque pour toi? Pour moi, ça évoque en fait l'activation de tous les sens. Parce qu'il y a le regard où je suis obnubilée en me disant « mais j'ai jamais vu mon père ou mes parents danser » et là, on ne peut plus l'arrêter parce que c'est pas une bande-son, c'est pas la télé, c'est pas une cassette qu'on mettait à l'époque, c'est du live. Et on a peu d'occasions quand on est enfant d'être en immersion la nuit, voir les étoiles et entendre du live et ça fait vibrer. Parce qu'on tape au sol, on tape sur les bendils, ça fait vibrer. Donc le corps, naturellement, voilà, je fais le mouvement des épaules et on se retrouve finalement dans un mimétisme en tant qu'enfant, au milieu d'adultes, où on ne demande pas l'autorisation. Ça se fait naturellement, en fait. L'autorisation de quoi? L'autorisation de danser, l'autorisation de partager, l'autorisation de rentrer dans l'espace des adultes. Et tout est OK, en fait, pour rejoindre une ligne, par exemple, où il n'y a que des adultes, et on se met à côté, comme ça, on les imite. Et donc, oui, il y a vraiment tout. Il y a la transpiration, il y a le goût, parce qu'on mange en même temps, on va piquer un truc à manger, on revient danser. Enfin, le thé, il y a tout ça mélangé. Et c'est pas toujours le cas quand on va voir un spectacle, quand on va danser dans une salle ou quoi, de tout avoir en même temps. En tout cas, c'est un moment donc extrêmement joyeux, avec, oui, une vraie célébration de la vie. En fait. Exactement, sincère et authentique. On y est, l'authenticité. Ouais. On est en recherche en 2025-2026, là, on a beaucoup d'authenticité, d'essayer de chercher ce qu'on a perdu ou ce qu'on n'a jamais eu. Et c'est un vrai privilège pour moi d'avoir vécu ça et d'essayer de le transmettre au mieux, surtout auprès de mes enfants. Mais oui, c'est surtout ça, c'est une époque où il n'y avait pas Internet, où on ne se faisait pas filmer quand on dansait. Il n'y avait pas ce truc de est-ce qu'on veut me regarder, on ne va pas me regarder, ou est-ce que ça va atterrir, donc de la réputation. C'était vraiment spontané, la spontanéité. Et je trouve que ça se perd beaucoup de nos jours, même dans la célébration d'un événement privé. Donc ça, c'est au Maroc, mais tu vivais à Paris. Oui. Dans le 20e. Oui. Dans un quartier assez populaire,
avec donc tes frères et ta grande sœur. Ouais. Comment ça se passait du coup au niveau de la danse et au niveau de tes frères? Est-ce que la danse était présente ou pas? Elle était omniprésente en fait. Ouais, j'ai grandi dans le quartier de la Banane, dans le Ouais. 20e. Et mes frères ayant une dizaine d'années de plus que moi, ils essayaient d'aller en boîte. Je dis ils essayaient parce qu'ils se faisaient recaler. 3 rapsous comme ça ils viennent. Et je me souviens très bien. Donc moi, je devais avoir 8-9 ans. Du coup, ils avaient 18, 19, 20 ans. Ils se mettaient en costume. Waouh! À l'époque, ils se mettaient en costume. Pour je m'en pouvoir souviens. rentrer. Pour pouvoir rentrer. Et en plus, il fallait qu'ils y aillent avec des filles. Donc, ils Bien appelaient sûr. tout le Mais ça, réseau, c'est toujours etc. le cas, hein. Voilà, ils essayaient d'anticiper parce qu'ils se faisaient tellement recaler. Et ils allaient à une boîte qui s'appelait le Fun Rail. Du coup, je me suis dit, mais c'est quoi? Ils vont danser le rail? C'était vachement à la mode, le rail, en plus, à cette époque. Mais cette boîte, il passait que de la funk et de la new jack. Et du coup, je me souviens que tous les samedis soirs, en plus, ils y allaient avec la 505 break de la famille, 8 places. Et c'était pratique parce qu'ils pouvaient y aller avec voilà, les filles et tout. Et eux, vraiment, ils voulaient juste danser. Ils voulaient juste sortir pour danser. Et du coup, ils s'entraînaient dans le salon. Et on faisait des battles. Et il y a un de mes frères, d'ailleurs, je lui ai donné un nom de scène parce que je pense que s'il avait découvert toute la scène hip-hop qu'il y avait à l'époque, dans les années 80, à Châtelet et tout, ça aurait été un ancien du hip-hop. Et du coup, il s'appelle Mohamed, big up. Et je l'ai appelé Mojack parce qu'il m'a initié à la musique New Jack, voilà, Teddy Riley, Blackstreet, etc. C'était l'époque. On avait des CD. Et il faisait le Snake. Il faisait des trucs de malade et tout. Il dansait en gros de la hype. Mais en boîte, à la maison, devant les potes. Et jamais il est rentré dans cette scène hip-hop. Et je lui ai dit, mais t'aurais pu être un ancien! J'aurais pu être la petite sœur de l'ancien Mojack! Et donc, moi, j'ai baigné là-dedans. J'ai baigné dans la culture hip-hop dans le quartier, à travers mes frères, mais aussi dans la culture funk et New Jack, puisqu'ils sont nés dans les années 70. Et ils m'ont beaucoup, beaucoup initié à la funk également. Et on écoutait énormément de funk quand on allait au bled l'été. Parce qu'il fallait faire les 3 jours en voiture. Donc, on mettait des cassettes, ils faisaient des compiles. Et une fois au Maroc, on n'avait pas accès. On n'allait pas à la plage, à la piscine. On vient pas loin d'Oujda. Donc, on allait à Oujda. Et il y a de la musique tout le temps qui se mélangeait avec des musiques traditionnelles aussi. Donc, voilà, j'ai vraiment été en immersion là-dedans. Et je pense que ça a été très, très impactant sur mon amour pour les danses funk style et hip-hop. Que tu vas après pratiquer. Et ça, on va en revenir. Parce que tu vas entrer dans la danse par un biais complètement différent, qui est donc le modern jazz. Raconte-moi comment est-ce que tu as décidé de commencer la danse, tout simplement. J'étais petite, je devais avoir 6-7 ans, et j'ai vu une danseuse classique à la télé. Et j'ai dit à ma mère, je veux faire ça. Donc ma mère, elle regarde les activités qu'il y a dans le quartier. Et le conservatoire du 20e venait d'ouvrir en plein quartier de la Banane. Incroyable. Et, voilà. Et nous, on avait ce qu'on appelait à l'époque les tickets loisirs. Donc, c'est pas comme Pass Culture, parce que Pass Culture, c'était tout le monde. Le ticket loisirs, c'était pour les familles à revenus modestes. Et s'est dit, je vais rien payer, elle va aller à côté. Et en fait, jamais on s'est dit, oui, on va la mettre dans le conservatoire pour le prestige, etc. C'était au tout début des années 90. Et du coup, je me suis retrouvée au conservatoire qui venait d'ouvrir de Georges Bizet dans le 20e, en modern jazz. J'en ai fait une dizaine d'années. Comment ça s'est passé? Parce que du coup, le conservatoire, il y a une différence entre y aller pour le plaisir et puis là, le conservatoire, il y a quand même une discipline, une rigueur, un niveau, et puis peut-être aussi d'autres personnes qui viennent d'un milieu complètement différent. T'as tout dit. Moi, en fait, j'ai à la fois adoré et détesté y aller. J'ai souvent fait des choses comme ça dans ma vie. Je sais pas pourquoi, ou des choses opposées. Mais en tout cas, je prends toujours mon mal en patience parce que je me dis, il y a une raison et il y a une finalité. Donc là, je me disais, OK, c'est mon territoire. On est dans le tiers-quart, quoi. J'y vais, je descends. Et là, je vois que des filles qui n'étaient pas du quartier, qui se faisaient accompagner en voiture par leurs parents, tirées à 4 épingles, qui avaient des trucs de marque, qui avaient... Enfin, c'est bête ce que je vais dire, mais qui avaient des goûters de marque. Une fois, mon père était encore en vie. Malheureusement, il nous a quittés en 90, donc c'était récent que j'étais au conservatoire. Et je lui disais, mais toutes les filles, elles ont des Kinder Délices. Et du coup, le pauvre, il est parti, il en a acheté pour se dire, ma fille va pas être frustrée. Mais il y avait, voilà, les premières confrontations au classisme. Parce que moi, on me jugeait. J'avais pas les petits chaussons répétos, j'avais les trucs que ma mère elle m'avait achetés, je sais pas,
au marché. Du coup, j'étais dépareillée, j'avais les cheveux comme ça. Et on se moquait de moi, on rigolait. Et c'est là aussi que j'ai compris que c'est pas parce que tu es nord-africaine, noire, que tu es pauvre, que tu viens d'un quartier, parce qu'il y en avait d'autres qui venaient de classes aisées. Et qui, de mon petit âge, je trouvais parler comme des blancs. Et donc, c'était bizarre pour C'est moi. marrant que tu dis ça, Oui. parler comme des blancs. Oui, Ok, ouais. parler comme des blancs, parce que je te parle de mon spectre au regard Bien d'enfant, sûr, bien sûr. où elles avaient un langage soutenu, ou bien elles avaient des trucs de marque, ou bien elles allaient voir des concerts, elles faisaient des sorties. Parce que voilà, après, il y avait l'adolescence aussi, où je continuais à y aller. Et du coup, c'est mis une certaine forme de honte à aller au conservatoire, parce que j'avais quasi aucune copine du quartier, il y en avait une ou deux, et on disait pas aux autres qu'on allait au conservatoire. Alors que c'était sur le chemin pour aller au collège. On passait devant tous les jours. Pourquoi? Parce que c'était honteux de... Oui. C'était un autre monde. C'était les Bourges. C'était les Bourges, sauf que moi, je payais pas. Mais rien que le fait d'être dans ce monde-là, c'était pas le nôtre, c'était pas accessible, c'était pas nos codes. Voilà, on parle pas pareil, on s'habille pas pareil. Et du coup, j'ai détesté ça pour ça. J'ai l'impression d'être une traître. Mais en même temps, j'ai adoré cette rigueur-là, d'apprendre quelque chose que je connaissais pas du tout. J'avais une professeure exceptionnelle, Sophie Ardillon, qui est en fait une des meilleures formatrices en modern jazz de Paris, très investie et tellement ouverte. Je sais qu'il y en a qui ont souffert de professeurs, surtout en danse classique, voilà, avec pas mal de discrimination, etc. Elle n'avait jamais la prétention d'enseigner une danse qu'elle ne maîtrisait pas. Donc, elle nous enseignait le modern jazz. Et chaque année, elle faisait un cycle de spectacles avec une thématique où elle amenait des gens spécialisés dans le style de danse. Donc, à 14 ans, je me suis trouvée avec des profs de voguing, alors que voilà, ça se pratiquait moins. Ouais. Des profs de hip-hop au conservatoire. Donc, elle a fait rentrer ces gens-là pour nous enseigner des chorégraphies qu'on présentait après en spectacle de fin d'année. Donc, en fait, déjà, elle t'a ouvert à d'autres danses qui sont différentes de celles. Et donc, il y a quand même déjà une ouverture d'esprit et un horizon différent qui commence déjà à naître. C'est fou. C'est ça, c'était une formation dans la formation, en fait. C'était l'ouverture sur la musicalité. Il y avait les costumes à chaque fois hyper travaillés. Elle avait quand même 150 élèves. Et elle m'a beaucoup inspiré, beaucoup de rigueur. Elle n'hésitait pas à recadrer aussi. Et c'est vrai que je pense que ça a eu un énorme impact pour moi. Et puis, on avait, comme tu le disais, il y avait des notes. Donc, on avait un bulletin. Et à chaque fois, moi, j'étais très, très timide enfant. Elle m'était trop timide, trop effacée, etc. Et moi, j'avais l'impression de donner toute ma vie, en fait. J'étais hyper sérieuse. Mais en fait, pourquoi j'étais timide? Pourquoi je rigolais pas trop? Parce que je savais pas comment me comporter. Donc, je faisais juste voilà, les dégagés, la chorégraphie, etc. Et c'est vers la fin que j'ai commencé à me lâcher un peu plus. Mais on avait... on essayait de rentrer un peu dans le moule, quoi. J'essayais de comprendre et de rentrer en même temps. Et on avait un jury très strict, il ne fallait pas faire de bruit. Voilà. Par exemple, je me souviens, il y avait mes voisines, je ne sais pas pourquoi, on a eu cette idée. Il y avait l'évaluation de fin d'année où on devait danser et puis on leur a dit « Ah, vous n'avez qu'à venir ». Et elles sont venues, elles étaient plus âgées que moi, elles étaient ados. Et quand on a fait la première variation, la première chorégraphie, elles ont applaudi. Et en fait, tout le monde les a regardées. Non, mais écoutez, c'est quelque chose de sérieux, il ne faut pas applaudir. Sortez, elles se sont faites virer. Elles ont commencé à rigoler et tout. Et moi, j'avais une forme de fierté en me disant c'est bien, elles ont cassé, et en même temps de me dire purée, c'est moi qui les ai ramenées, je vais me faire sanctionner. Et tu te dis bah ouais, pourquoi t'applaudirais pas à une représentation notée de spectacle ou enfin c'était pas un spectacle, c'était une variation vraiment des chorégraphies, etc. Donc il y a eu ce clash en se disant mais les filles elles sont dans le quartier avant vous, en fait, avant le conservatoire, donc elles ont le droit de venir, de regarder et d'applaudir si elles le veulent. Oui, donc il y a quand même j'ai l'impression que tu es un peu coupé en deux entre le fait que tu aimes et en même temps c'est pas ton monde, et en même temps il y a des choses qui sont incroyables, et en même temps c'est ton quartier. Il y a une histoire de territoire, de code, et il y a une histoire de prendre sa place, en fait. Qui ne m'a jamais quittée, et je pense qu'il y a des gens qui ont compris ça sur ma démarche et il y a des gens qui n'ont pas compris. Parce qu'il faut peut-être remonter à cette époque-là en se disant pourquoi il y a un conservatoire dans un quartier qu'on appellerait QPV maintenant et qui était ZEP, où moi, fille du quartier née là, je n'ai pas ma place, et que j'y vais avec la boule au ventre, que je ramène d'autres gens un petit peu pour essayer aussi, d'une manière certainement, de dire regardez, il y a ça qui existe, je vous ouvre la porte, vous avez le droit d'accéder. Et qu'on s'en sente toujours aussi mal à l'aise. Et c'est quelque chose qui m'a jamais quitté, cette obsession d'atteindre les lieux institutionnels, élitistes, mais avec nos codes populaires. Et du coup,
c'est là où je me suis pris plein de baffes, parce que comment tu entres là-dedans? Est-ce que tu joues le jeu d'être comme les dominants pour mettre un pied et après, voilà, cheval de Troie. Oui, en fait, tu fais un peu le requin, quoi. Voilà, tu fais caméléon, quoi. Tu t'adaptes et puis quand tu es dedans, tu essayes de changer les codes. C'est ce que principalement j'essaie de faire toute ma vie, en gardant quand même un peu de soi. Ou bien tu arrives direct. Fuck, voilà, moi je parle comme ça, vous m'acceptez maintenant. La new gen y arrive mieux que notre génération. Moi je suis née dans les années 80. Ça aussi, c'était une tentative. Est-ce qu'il faut reformuler? Donc tu as un concept. Il y en a plein du hip-hop, par exemple, qui ont réussi à faire ça. Tu as un concept underground, tu reformules, tu dis oui, bon, en fait, je fais de la danse contemporaine. Ok, bon, là, le dossier, il passe. Pour réussir à rentrer dans les institutions. Voilà. Et encore, ça commence seulement. Ça commence. Moi, par exemple, j'aimais bien le mot troupe parce que ça faisait écho pour les danses traditionnelles à ce qui se fait en Afrique du Nord. Au bout d'un moment, on m'a dit non, mais dès qu'on lit ton dossier, on voit troupe, on l'ouvre même pas parce que ça fait amateur. Ouais. Alors que ça veut dire quoi, amateur? C'est des danses traditionnelles, populaires, ancestrales. C'est jamais amateur, en fait. Mais il y a effectivement cette espèce de prisme qui fait que, en gros, ce n'est pas professionnel. Voilà. Il n'y a pas de lettre de noblesse. Il y a toujours ça qui a été un gros travail aussi, c'est que la difficulté que j'ai eue, c'est d'essayer de rentrer quelque part où nous n'avons jamais été. Donc effectivement, le hip-hop est passé par là avant. Et les danses traditionnelles, quand on regarde par exemple ce que produit l'ONDA, donc c'est l'Office national voilà, de tout ce qui est direction artistique, spectacle vivant, il y a des statistiques sur les spectacles par style de danse. Et il y a les danses voilà, françaises, baroques, etc. Et il y a les danses du monde. Donc dans Danse du monde, bah, tu vas avoir du charleston comme des danses africaines ou latines. Et ça fait aucun sens. Du coup, effectivement, on se demande où on rentre. Et souvent, on va nous dire qu'on est amateur. Pour pas dire, bah, vous rentrez dans aucune case. Si vous rentrez dans aucune case, c'est que vous êtes amateur. Il y a ça d'une part. Et d'autre part, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est s'il n'y a pas de scène professionnelle qui existe pour nous, à ce moment-là, on est obligé d'avoir un job à côté. Déjà, des gens qui sont très professionnels ou même certains qui sont intermittents sont obligés, vu la précarité du métier artistique, d'avoir un job à côté. On a un job à côté et de facto, si tu n'es pas intermittent du spectacle, tu n'es pas professionnel. Et moi, j'ai travaillé qu'avec des gens qui n'étaient pas intermittents, qui étaient très talentueux, mais qui avaient un job à côté ou qui étaient étudiants, etc., concernant les danses, en tout cas d'Afrique du Nord. Et toi aussi, tu as eu Et moi, je n'ai jamais été intermittente du spectacle et ça n'a jamais été une volonté. Et je pense que tu vas me dire si c'est aussi lié à tout ça. Est-ce que c'est pas aussi une volonté? Alors, je sais que dans ta famille, il y avait aussi une importance liée à tout ce qui est éducation, réussir, examen, notamment par tes frères. Mais est-ce que c'est pas aussi une revanche? Parce que tu vois, tu as été beaucoup dans le milieu financier. Tu es aussi, t'es devenu trader. Enfin, c'est vraiment un grand écart. Est-ce que c'est pas aussi pour dire moi j'existe et c'est une manière de prendre la place et d'être aussi indépendante? Bah, moi, au début, c'était plus, encore une fois, ce truc de cacher un monde à l'autre. Oui, j'ai fait des études, en fait, j'ai toujours été passionnée de mathématiques. Après, je me suis rendu compte que l'avenir, c'était l'informatique, avant les années 2000. Donc oui, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique et maths, et j'avais deux possibilités. C'était soit faire de la recherche, être professeur, ce que je ne voulais pas, soit travailler dans la finance. C'est ce que j'avais trouvé comme voie. Donc je me suis retrouvée un peu par hasard là-dedans. Et je savais bien que si je disais, en plus j'étais à fond dans le hip-hop à ce moment-là, en locking et tout, au milieu de la danse, bah voilà, moi je gagne mes salaires, etc. Ça allait être mal vu. Et aussi dans l'autre monde corporate, de dire je fais de la danse. Ah ouais, mais c'est quoi ça? D'ailleurs, ça a fini par savoir. Donc les gens me disaient, ah, tu peux tourner sur la tête, ah, tu peux faire le grand écart. Enfin, ridicule. Et du coup, j'ai toujours séparé ces mondes. Mais comme tu le dis, effectivement, très justement, il y a eu une volonté de créer un troisième monde au milieu, qui n'existe très rarement, ou du moins qui n'est démontré que très rarement et assumé très rarement. Donc moi, il m'a fallu peut-être une dizaine d'années pour l'exprimer, pour dire il y a une troisième option. Et que j'ai retrouvé dans le terme un peu englobant de slashing, c'est que oui, je peux avoir fait des études, avoir un boulot, et puis être passionnée de danse et faire du spectacle, et être très sérieuse dans les deux. Et de manière professionnelle. Voilà, et de manière professionnelle, et créer un business model ou bien une manière voilà, d'en vivre qui est différente, qui est hybride. Et c'est vrai que ce qui est très douloureux, moi j'ai une flopée d'amis qui sont intermittentes, principalement des femmes, certaines qui sont mères, où il y a une espèce d'infantilisation quand même dans le statut, où on dépend de France Travail.
il faut déclarer toutes tes heures, donc tu te fais traquer un peu. Et si tu les as pas, tu n'as plus ton statut. Donc il y a une forme de stress où je connais plein de monde qui ont fait des choses qu'elles n'avaient pas envie de faire en termes de danse pour avoir leurs heures et garder leur statut. Et du coup, ce qui est antinomique, c'est que quand tu te dis artiste, normalement, tu cherches une certaine forme de liberté dans ta façon de mouvoir, de créer. Tu veux vouloir prendre ton temps ou bien aller vite, peu importe. Mais en tout cas, tu es artiste. Les artistes, ils sont perçus comme des gens qui sont créatifs, qui sont out of system, etc. Et là, en fait, on les cadre comme ça, dans un système avec 500 heures, France Travail, tu pointes, etc. Et on casse l'essence, je trouve, artistique. Donc, moi, je critique pas parce que... Après, c'est un statut qui existe et qui est pour protéger aussi de la précarité. Et heureusement qu'il existe parce que ça pousse le domaine artistique. Mais il est en péril aujourd'hui. Il est en péril parce qu'on demande de plus en plus de performances, parce qu'il y a des trous dans les bilans comptables de ministère de la Culture. Donc, qui on va arbitrer en premier? C'est les artistes. Donc, il est en péril. Et c'est vrai que moi, je ne m'y retrouvais pas trop. Parce que aussi, je viens d'un milieu très, on va dire, traditionnel et qu'il n'était pas question que je sois danseuse professionnelle. Parce que chez nous, ça n'existe pas comme métier. Oui. Donc, malgré tout, effectivement, là encore, tu es toujours entre deux mondes, quoi. Toujours. Incroyable. Et donc, tu rentres, effectivement, tu fais notamment du hip-hop, locking, etc. Et tu vas aussi découvrir, et c'est ça que je voudrais que tu me dises, comment est-ce que tu vas décider de partir notamment aux États-Unis pour te former au walking? Alors, le walking, ça a été vraiment une histoire d'amour incroyable. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis formée au hip-hop d'abord, donc tous les styles. J'ai fait prépa et quand je suis allée en école d'ingé, c'était à Toulouse. Je me suis dit, mais je vais faire de la danse tous les jours. Donc, j'allais tous les jours. J'avais un super prof qui s'appelle Ben, qui est un ancien de danse debout. J'ai même fait du break. J'ai fait, bon, ok, le sol, c'est pas fait pour moi. J'ai des articulations en chewing-gum. Et funk style, j'avais plus d'appétence pour le locking. Pam, pam, je commençais à locker, etc. Très funk. Voilà, funk style et tout. Petit dossier, mon blast, c'était Laylock sur MySpace. Les sites style de ouf, etc. Laylock. Et je commençais à faire des battles et tout. Et puis quand je reviens à Paris, j'ai mon CDI. J'étais en stage et puis j'ai commencé en 2007. Moi, qu'est-ce que je me dis? Premier salaire, je vais aller danser. Normal. Voilà. Et je commençais déjà à faire du walking depuis 2004 à peu près parce que j'aime bien connaître l'histoire de la danse et en particulier l'histoire culturelle. Et toutes les danses hip-hop étant des danses afro-descendantes, j'aimais bien aussi comprendre la connexion, mais aussi comprendre la culture afro-américaine qui m'a toujours fascinée. Et là, très rapidement, je tombe sur des vidéos où il y a des mélanges avec des mouvements qui ne sont pas du locking. Notamment de Ana Lollipop Sanchez, qui est à la fois une lockeuse et une wackeuse. Et très très peu de vidéos, il n'y avait que YouTube à l'époque, il n'y avait même pas Facebook. Et je fais tourner les vidéos en boucle, je refais les mouvements. J'apprends que ça s'appelait à la base le punking. Après, c'est le walking. Après, je vois les vidéos de Soul Train. Donc, je vois des OG, des anciens, comme Tyrone Proctor dedans. Waouh, c'est qui ces gens? Cleveland Mosgier, qui est moins connu. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde où ils sont. Et puis, comme je venais de gagner mes salaires, je vais dans les villes où ils donnent des cours ou bien où ils habitent. Et puis, je prends leurs cours. Parce qu'à l'époque, en France, c'était pas du tout connu. Finalement, ça commençait. Voilà, en fait, il y avait, en général, en France, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est des anciens du hip-hop qui, comme moi, ont découvert le walking avant moi. Donc, il y a des personnes bien avant. Voilà, notamment, il y a Sonia Soulshine, il y avait Lil Kiss. Donc, c'est des loqueuses qui ont pratiqué le walking. Il y a Sandrine Sainte-Croix via la house, donc Brian Green qui a aussi. Il y a Rose Authentique, toutes ces femmes-là incroyables, elles étaient là. Et il y a aussi les lockers comme Junior Almeida, et du coup d'autres qui aussi traînaient avec Shabadou, paix à son âme, et ont aussi été initiés du coup au walking. Et donc ça, c'était la génération un peu qui dansait déjà dans les années 90. Et ces personnes-là, ce qui s'est passé, c'est qu'elles enseignaient plus, en fait, elles donnaient plus de cours réguliers. Brian Green en donnait à New York, mais il disait que lui-même avait appris avec Shabadou et que lui-même, c'était pas un OG. Donc, comme le walking, ça se danse sur de la disco, et que moi, ma théorie, c'est que disco-funk, c'est tombé un peu à l'oubli, c'était un peu, plus à la mode à partir des années 80, mais qu'en 2000, il y a eu un revival avec de la disco house, l'électro.
il y a des personnes qui ont refait sortir le walking, qui venaient principalement du hip-hop. Et après, il y a d'autres personnes qui venaient pas du hip-hop, qui sont passées directement dans le walking. Et tout ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le walking, c'est une danse qui a été créée par la communauté LGBT. À Los Angeles. Los Angeles, noir et du coup latino. Et donc, il y a une vidéo exceptionnelle de danseurs qui ont dansé pour le concert de Diana Ross au Caesar Palace en 79. Et malheureusement, qui sont décédés après. Et il n'y a pas eu de continuité. Donc, ce sont quelques OG et des femmes cis, en général racisées, qui ont pris le relais. Et là, depuis quelques années, il y a un retour à l'essence du walking qui, comme le voguing, vient de la communauté LGBT. Et ça, c'est très important parce que c'est ne pas détourner et approprier et déformer l'essence de la danse. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai toujours enseigné. C'est pour ça que je suis allée voir tous les OG. Donc c'est vrai qu'à partir de 2007, j'allais dans les événements aux États-Unis, mais aussi au Japon, parce qu'elles elles ont appris elles-mêmes avec les gens des années 70. Wow. Et déjà, quand j'y allais en 2007, il y avait des personnes qui faisaient du walking depuis 20 ans. Il y avait même des cours, c'était écrit punking. Elles écrivaient ça P-A-N-K-I-N-G. Donc punking, ça vient de punk, parce que les gens avaient un accoutrement qui était différenciant. Donc on disait, regardez, c'est des punks, etc. Et je me souviens que mes premiers cours à Tokyo et à Osaka, c'était des cours de punking. Et après, ils ont appelé ça walking. Mais qu'est-ce que tu aimais dans cette danse? Qu'est-ce qu'elle t'apportait de différent par rapport au locking, par rapport à ce que tu avais déjà, ce que ton corps avait connu? Le walking, en fait, je trouvais qu'il y avait à la fois une forme d'expression corporelle très féminine, mais dans la puissance. Pas dans le fait d'exotiser, de séduire, vraiment dans l'esprit battle. Parce que ce sont des danses, en fait, issues de la communauté LGBT qui étaient politisées, qui avaient des revendications, qui étaient off-system et qui ensuite se sont exprimées aussi beaucoup dans les Soul Train. Donc, nous, notre pendant, après la culture hip-hop en France, les femmes qui commençaient le hip-hop, c'était pas évident aussi, surtout quand tu as une danse qui est un peu féminine. Moi, je me souviens que je me faisais charrier, on disait « Ah, elle gigote les bras, etc. » Mais c'est bien plus puissant que ça. C'est hyper difficile en plus. Oui, il y a beaucoup de technicité. Moi, je travaillais beaucoup les bras. C'est issu aussi au niveau des déplacements de danse jazz, toujours afro-descendante, de danse latine, après de danse hip-hop. Donc, c'est une danse très complète. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que tu as une forme d'expression, en fait. Tu vis la musique, tu vis la musicalité, sinon tu fais pas de walking. Donc, tu es obligé d'incarner, en fait, une sorte de personnage. Et moi, j'adore parce que, voilà, il y avait toujours mon côté un peu timide au départ. Et quand tu es sur scène, tu peux te saper, tu peux danser en talons, c'est pas grave. Et du coup, c'est vrai que ça a grossi comme ça, mais qu'au début, on était très, très, très peu. Et c'était très difficile d'organiser des événements, d'avoir du monde, d'enseigner. Donc, on était plus à la fois... Donc, tu l'enseignais ? Oui, moi, j'avais commencé à enseigner. En fait, je ne voulais pas enseigner parce que j'avais tellement de respect pour les anciens qui disaient non, c'est nous les anciens, ce n'est pas une danse qui s'enseigne, c'est une danse de club. Il faut pratiquer. On avait vraiment ce discours à l'époque. Ce n'était pas comme maintenant où il y a plein de gens qui enseignent. On nous avait même interdit, on nous disait faut nous inviter pour enseigner parce que c'est nous qui savons comment faire. Et au final, en France, on m'a demandé des stages, etc. Donc au début, j'ai dit non. Et puis après, à partir de 2009, même 2008, je commençais à enseigner au début en MJC, en centre d'animation. Et j'ai fait ça en cours régulier, une dizaine d'années. Ah oui, quand même. Ouais. Et donc, c'est cette notion, comme tu dis, finalement d'empowerment, quoi, en fait, non ? Oui, c'est tout à fait ça. En tout cas, moi, comme je l'ai vécu, mais d'autres vont le vivre autrement. Bien sûr. Et moi, c'est chez toi. Mais moi, c'était une forme d'empowerment. Et je voyais aussi un spectre créatif qui m'ouvrait vers de la fusion. Où je pouvais créer des connexions avec mes danses d'origine. Et justement, c'est quoi cette connexion ? Comment est-ce que quel est le fil conducteur qui va t'amener à fusionner les deux ? Oui, parce qu'on se dit c'est très éloigné. Tu as une culture qui vient de Los Angeles, créée par la communauté LGBT racisée versus les danses amazigh. Déjà, ce sont toutes les deux des danses sociales. Oui. Voilà, on les pratique pour une raison dans un espace particulier avec une communauté. Ensuite, ce sont des types de populations qui ont été opprimées, qui ont été oppressées, qui sont racisées. Et enfin, c'est une affirmation de soi. C'est l'affirmation de soi où il y a quelque chose à raconter, il y a des douleurs à exprimer, mais avec fierté.
Donc voilà, on revient à l'empowerment. Et après, dans un côté un peu plus mouvement, au niveau des gestuels, voilà, j'utilisais beaucoup les épaules en walking. C'est ma base de travail et de sensation dans les danses amazigh. L'ancrage au sol, le fait d'être toujours bien aligné, gainé, debout. Ça, ce sont des choses que j'ai retrouvées et où j'ai créé effectivement des connexions pour créer ma signature, en fait, à ma sauce, une fusion à ma sauce, que j'ai appelée d'ailleurs Wak Amazigh pendant un moment. Et comment est-ce que tu te souviens de ce moment où tu t'es dit « il faut que je mélange les deux » ou c'est venu de manière un peu, tu vois, naturelle? Je me souviens très bien parce que tu sais, quand tu as quelque chose comme ça, en général, c'est jamais direct. Tu n'as jamais le produit fini. Exactement. Et j'ai dû faire un travail sur moi-même aussi longtemps parce qu'on parlait d'amazirité, ça n'a jamais été évident. Moi, comme j'ai baigné dans une culture amazigh où il y a eu beaucoup d'effacements, mais que je savais profondément d'où je venais et quelles ont été les discriminations par lesquelles on est passé, je me suis jamais dit je suis orientale. Je me suis forcée pour autant à aller prendre des cours de danse orientale, etc., parce qu'on voulait que je sois là. Mais, et toutes les danseuses nord-africaines que je voyais qui étaient sur scène, qui faisaient un peu de danse traditionnelle, étaient passées par la case danse orientale pour réussir sur scène. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie et du coup, j'ai pris des cours, je ne me sentais pas à l'aise. Je me suis dit, non, mais ça, moi, j'arrive pas. Parce que c'est deux danses différentes. Après, voilà, ça reste des danses d'Égypte qui sont inspirées de Rome, qui sont venues s'installer en Égypte. Donc, c'est encore autre chose. Et une danse qui a été une danse coloniale, puisque on a mis sur scène des femmes en costume de pièce pour plaire aux colons. C'est comme ça que ça a évolué. Mais j'ai beaucoup de respect pour mes collègues de danse orientale, parce qu'elles connaissent l'histoire des danses d'Égypte. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas trop de musique amazigh, disco, funk, hip-hop, trap, électro, comme maintenant. Donc, je ne trouvais pas de musique. Et moi, c'est la musique qui me porte pour créer de la fusion ou danser. Par contre, il y avait un CD qui venait de sortir. Je te parle encore en CD. Ça s'appelait Mozart l'Égyptien. D'accord. Donc, c'était tous les classiques de Mozart qui étaient repris en oriental. Et du coup, ça m'a beaucoup parlé. Et je me souviens très bien, je m'entraînais avec une fille. Je lui passe le salut, qui est Claudia, en walking, et je commence à improviser dessus, etc. Puis je balance un petit peu coup de hanche, coup d'épaule, et puis wak, wak, wak. Et elle me dit, mais tu tiens un truc là, tu tiens un truc. Je lui fais, m'arrête, je fais n'importe quoi. Et le truc, je l'ai continué, mais sur des sons qui n'étaient pas amazigh. Soit je prenais des sons vraiment funk, soit je prenais des sons vraiment house, soit je prenais des sons un peu orientalisants, mais où il y avait du punch, parce que moi j'aime bien en fait la puissance sur scène. Je suis une fille qui aime la performance avec de la puissance, des bras, de waouh, voilà, j'aimais bien ce truc-là. Et du coup, j'ai commencé à m'inscrire à des concours, dans des compétitions de danse orientale où il y avait une petite catégorie qui s'appelait Fusion. Et là, j'ai gagné beaucoup de concours comme ça parce que c'était tellement novateur. Des fois, j'incarnais un oiseau avec un costume, avec des grandes ailes. Enfin, à un moment, je me suis mis en personnage intergalactique du futur avec une inspiration, un costume à la Madonna. Enfin, oui, Vortex. Mais voilà. Après, il y a eu Amazigh Vortex. Ouais. Voilà, donc petit à petit, ce sont ces concours-là, ces compétitions où je voyais que ça plaisait, en plus, j'avais des vidéos après, donc je pouvais reposter, les gens réagissaient, que ça m'inspirait, que j'ai beaucoup créé des solos. Et que j'ai peaufiné au fil du temps où la scène musicale a évolué aussi vers des sonorités plus amazigh pour, encore une fois, travailler mon style et ma signature. Mais c'est pareil, ça a pris un certain temps. En tout cas, ça, comme tu disais, ça répondait il y a eu du répondant. Suffisamment pour finalement, en 2017, créer carrément une compagnie. Oui, alors j'ai eu une compagnie avant que j'avais co-créée en 2012. Qui s'appelait Shakshuka. Moi, mon but, à la base, j'ai jamais eu l'ambition d'arriver aussi loin avec ces projets. Je voulais juste faire une troupe de rgada, la danse de chez moi, qui est une danse masculine et guerrière. Avec les épaules, mais version féminine. Je me suis dit, on danse la rgada, et moi, je dansais la rgada comme des hommes. J'ai dit, si je mets une flopée de nanas comme ça, je voulais pas aller plus loin, en fait. C'était mon seul objectif. Et puis finalement, j'ai rencontré plein de personnes, que ce soit pour Shakshuka, pour Kif Kif Bledi, qui venaient d'autres régions, déjà du Maroc ou d'autres pays. Et c'est comme ça que ça s'est ouvert finalement aux danses traditionnelles. J'ai pas appelé ça du tout compagnie. Au début, c'était ce que j'appelais des troupes. Et j'avais juste comme ambition de prendre tout mon background en tant que chorégraphe, donc du jazz, du hip-hop,
du bled, de Paris, du corporate, de machin, pour créer mon identité chorégraphique. Ta signature. Ma signature. Donc finalement, ça a commencé, mais je ne me sentais pas de créer de la fusion tout de suite en groupe. Ça a commencé avec des tableaux chorégraphiques, avec des mouvements traditionnels, mais mis sous forme chorégraphique, très symétrique, parce que ma signature, c'est la symétrie. La symétrie, on la retrouve beaucoup dans les danses Mazir. La géométrie. Et dans le walking, voilà, j'ai toujours travaillé, c'est vraiment quelque chose qui me passionne dans l'espace en fait scénique. Donc le concept était assez simple au final, c'est prendre des mouvements traditionnels, mais les structurer en parfaite chorégraphie, avec des mouvements, avec des happenings, etc. Là où dans les danses traditionnelles, bah, tu peux faire le même mouvement pendant 30 minutes. Pour sur une entrer en ligne. transe, Voilà. quand même, en général. Voilà. Donc, j'adapte un petit peu, disons, au public de ne pas rentrer là-dedans. Mais j'ai eu l'occasion de travailler sur des formes comme ça, pas 30 minutes, mais un peu plus longues, sur des créations d'1 heure, par exemple. Mais de faire aussi des petits shows. Donc, c'est comme ça que c'est monté. Et puis, j'avais aussi une volonté créative très forte en numérique. Donc, il n'y avait pas encore l'engouement pour Instagram, encore moins TikTok à l'époque. Donc, j'ai fait des espèces de séries vidéo avec des scénarios à chaque fois. C'était beaucoup de boulot. Et je remercie toujours, encore toutes les oui. personnes qui m'ont suivi dans mes folies parce que c'était du boulot incroyable. On passait des heures, des jours, voilà, toujours, tout le temps. Et puis, je suis très, très exigeante. Donc, chaque détail compte. Le costume, le scénario, le Oui, montage. mais parce que c'est un tout, en fait. C'était énormément de travail, énormément de travail. Et après, voilà, diffuser sur YouTube. Donc, des fois, même sous forme d'humour. Voilà, des scénarios autodérision, mais ne pas se ridiculiser. C'est différent. Donc voilà, c'est tout ça. Ça a créé différents projets, effectivement, qui se sont suivis. Mais c'est vrai qu'il vous l'ai dit, il y a eu quand même une portée... Explique-nous un petit peu justement le concept, parce que ce sont plusieurs femmes qui avaient un point commun et où l'idée, c'était justement de rentrer dans les institutions qui, normalement, ne sont pas ouvertes à ce type de danse traditionnelle. Voilà, moi, c'était, en tout cas, quand je présentais le projet, ma ligne directrice, d'atteindre les théâtres, les conservatoires, les universités, avec nos danses. Donc, danse traditionnelle. Danse traditionnelle, mais voilà, mise en forme, où il faut qu'il y ait quand même une note d'intention, voilà, un sujet, quelque chose en tout cas. Et du coup, effectivement, c'est grâce aux réseaux sociaux que, d'abord YouTube, que ça a pris. YouTube, j'avais hérité déjà de ce que je faisais en solo et du projet précédent pour, apprendre de mon expérience, essayer de faire différent, etc. Donc, c'est d'abord la masse populaire, entre guillemets, qui a aimé. Waouh, regardez, il y a danse traditionnelle, etc. Donc, il y a des vidéos qui ont buzzé comme ça. Une fois que ça, la théorie du chiffre, tu vois qu'il y a des millions de vues sur des vidéos, les gens se disent « Ah ouais, quand même, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose. » Donc, j'ai souvent eu ça, parfois, quand je parle à des institutions. « Ah, ouais, vous faites quoi ?» Non. Et puis, bam, ils voient la qualité des photos, la qualité des vidéos, les chiffres. « Ah oui, quand même. Ah bah quand même, vous avez fait des trucs bien quand même. » Bah oui, quand même. On travaille, en fait. On est professionnels, en fait. Ouais. Les gens se sont investis. Et puis, voilà, il y avait pas mal de soutien. Et donc, petit à petit... ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois qu'on a essayé de rentrer par une case où c'est nous qui allons nous présenter auprès des institutions, etc., c'est un vent. Systématiquement. Quasi systématiquement. Et assez violent. Vous êtes des amateurs, vous rentrez pas dans les cases. Moi, on m'a déjà dit, vous savez pas écrire, vous savez pas compter, parce que je me présentais pas avec ma facette scientifique. Ils savent pas que je travaillais à côté et que voilà, c'était mon boulot. Non, mais vous savez pas faire un fichier Excel. Ah bon, d'accord, pas de souci. Ouais, donc j'ai eu vraiment beaucoup de condescendance. C'est quand même hallucinant quand voilà, tu penses. et puis tu vas pas après rentrer dans le truc de dire ah oui, mais attendez, je vais me justifier. Bah non. Et à contrario, il y a des institutions, bouche à oreille. Il y a eu aussi beaucoup de facilitateurs et facilitatrices que je remercie énormément, des gens qui ont fait les intermédiaires, qui soient de notre culture ou pas, des alliés, qui nous ont présentés, qui ont vu le potentiel et la nécessité en fait. Exactement. Et du coup, ça a toujours abouti sur des choses incroyables que franchement, j'aurais jamais imaginé. Par exemple, est-ce que tu as un souvenir un petit peu? Il y en a plein. On a fait des musées. Donc, il y a eu le musée du Quai Branly. Il y a eu une tournée aux États-Unis en 2024. Donc, ça, c'était par le biais de mon travail sur la mazirité. Mais il y avait aussi la question du spectacle vivant. Donc, il y a eu des opportunités de tourner là-bas. C'est allé en Russie. Il y a eu, oui, voilà, bien avant la guerre. En 2019, on était invité en Russie. Et puis, toujours avec des personnes qui prennent
soin de nous de manière générale. Voilà, ça se passe plutôt bien. Et il y a eu la technoparade où on était sur le char, voilà, des scènes en Belgique. Il y a eu le Maroc où on était invité plusieurs fois dans des festivals. Des fois, c'est des festivals de théâtre. Voilà, c'est pas on arrive et puis c'est du divertissement. En fait, c'est vraiment culturel et artistique. Et c'était vraiment la fierté, c'est d'être invité dans des scènes. Et quelle est l'importance pour toi, justement, de retranscrire, transmettre cette tradition qui est à la base orale, surtout, et souvent aussi par le biais des femmes? Oui, c'est là où je parle beaucoup de matrimoine. Donc, il y a un mot, si vous le tapez sur Google Doc ou un email, sort en erreur. Hein, on met patrimoine à la place. Eh oui. De tout ce qui est transmis par la femme. Voilà, il y a un gros warning dans toutes les cultures traditionnelles sur l'oralité. Parce que tout est numérisé désormais. Les femmes sont plus émancipées, donc de facto, elles passent moins de temps à transmettre. Alors que c'est un des vecteurs principaux de transmission. On parle de la danse aujourd'hui, mais c'est aussi la langue, tout ce qui est vestimentaire, alimentaire, etc. Et donc, on se dit, on est peut-être le dernier maillon, la dernière génération à avoir vécu avec les grands-mères, ou à une époque qui n'était pas du tout dotée de technologie, versus tout ce qu'on vit maintenant et tout ce qu'on va vivre dans 5 ans, 10 ans, parce qu'avec l'IA, tout va s'accélérer. Donc, on est cette dernière génération-là. Et du coup, là où on se laissait couler en disant « Waouh, c'est génial, ma grand-mère, elle parle telle langue, bien elle sait faire ça, ou bien ma mère, etc. » à dire « Ça y est, c'est mon tour, là. Qu'est-ce que je fais? Je suis le point final de cette histoire. Est-ce que je décide de l'éteindre? Ou est-ce que je décide, avec les modestes éléments que j'ai à disposition, aussi fragiles soient-ils, de continuer quelque chose ?» Et du coup, c'est pour ça que des fois, on me dit tu travailles beaucoup sur la masérité, tu es experte. Je ne suis pas une experte. Je suis quelqu'un qui travaille sur le manque et le vide que j'ai, lié à plein de choses, au fait que je sois née en France, au fait qu'on ait perdu une partie de notre langue, au fait que j'ai grandi avec une mère veuve. Du coup, forcément, les parents ne parlaient pas entre eux. Il y a pas eu de... Elle était trop occupée à nous élever, donc il y a des choses qu'elle n'a pas pu nous transmettre. Et bien tout ça, comment on comble ces vides, comment on construit, et avec quels outils? Et pour toi, la danse, c'est... La danse, c'est un vecteur universel où tout le monde va comprendre. On n'a pas besoin de parler. On vit, on transmet une émotion. Ça réactive. Il y a plein de gens qui ont un peu honte. Je veux dire, on a donné beaucoup de cours particuliers à des futurs mariés, par exemple, en disant « La honte, je vais me marier, là, je ne sais pas danser les danses de chez nous. » Et à chaque fois, c'est vrai que les gens ont des difficultés, sont un peu mal à l'aise. À chaque fois, systématiquement, ça se débloque au bout d'un moment. Tu parles de réactivation. Ça veut dire que tu penses qu'il y a quelque chose qui est déjà là dans le corps? C'est inévitable. On ne peut pas avoir hérité d'autant de générations qui étaient vraiment ancrées dans un territoire, dans des traditions. Ça s'est transmis. Et ça, je veux dire, ça date pas d'il y a 5000 ans. C'est une génération ou deux. C'est ancré en nous, en fait. Et quand je dis réactiver, c'est ça. Il y a plein de personnes qui sont en recherche, en fait, de réappropriation de leur culture. Même des gens qui ont été abandonnés, adoptés, qui arrivent au bout d'un moment, avec évidemment beaucoup de mal, hein, mais qui arrivent quand même à réactiver quelque chose. Par la danse? Pas que la danse. Moi, j'utilise la danse, mais c'est un très bon outil. Parce que la danse, tu sais pas danser, tu te retrouves dans un groupe, tu te retrouves à bouger, et du coup, tu captes l'énergie des gens. Tu peux te soigner aussi avec la danse. Nous, c'était très salvateur dans nos cultures d'utiliser la danse pour exprimer des douleurs, pour fêter des moissons, pour lutter contre la sécheresse, pour appeler la pluie. Donc on a un lien très fort avec la nature via la danse dans la culture amazigh. Et c'est pas justement aussi, toi, une manière de te soigner, justement, que tu as eu de danser, finalement? Ah bah clairement. Moi, l'inscription au conservatoire a coïncidé avec la perte de mon père. Bah, c'est culturel aussi, on parle peu du deuil. Et puis, il y a un moment, on n'a pas le temps de parler du deuil. Il y avait pas des questions à ce moment-là de psychologie, on va aller voir est-ce que l'enfant va bien? T'es balancé, on ne te dit pas tout parce que tu as un enfant, tu as peur de parler. Donc moi, j'ai eu beaucoup de douleurs que j'ai jamais, encore aujourd'hui, exprimées par la parole, mais que j'ai pu, heureusement, exprimer via la danse. Parce que quand tu es un enfant, et d'autant dans un quartier, et en famille monoparentale, etc., il y a plein d'autres spectres, en fait, qui viennent, arriver en danger pour toi. Et j'ai vécu tout ça.
ça a été quand même... j'ai eu une enfance très heureuse, etc. Mais en grandissant, on se dit, ouais, purée, on aurait pu vriller, quoi. Il y a des red flags un peu partout. Et la danse, ça m'a permis de rester focus, d'avoir ma soupape, en fait. Et aussi d'avoir une petite fierté, de me dire, ah, j'ai voulu, il y a des spectacles, venez me voir. Donc d'avoir ma petite importance dans ce microcosme. Moi, j'étais la petite dernière. Et chez nous, c'est pas la petite dernière, c'est la chouchoute. C'est non, c'est tout le monde dans la même galère. Hein. Donc, j'ai trouvé ça pour être en autonomie et gagner, c'est vrai, en maturité très jeune, mais au moins de pouvoir gérer mes douleurs et les transformer en de la création. Mais c'est vrai que du coup, je suis quelqu'un qui est extrêmement exigeante parce que je l'ai été beaucoup avec moi-même. À ça, on retrouve de toute manière toujours ses qualités et ses défauts. Mais pourquoi est-ce que tu penses qu'on pourrait se dire, finalement, c'est des traditions, j'en ai pas besoin dans le monde. En quoi est-ce que c'est important pour toi que ça ne disparaisse pas? Déjà, c'est une responsabilité, je trouve, qu'on a, parce que on est d'une tradition de transmission orale. Donc nous, on est un des maillons. C'est par respect à nos ancêtres. Voilà. La majorité de nos ancêtres amazirs ont lutté. Ils ont été décimés. Il y a eu la colonisation, les colonisations. Il y a eu, pas que ça, il y a eu des famines. Il y a eu des personnes qui ont dû migrer. Ils ont vécu énormément de douleurs qui est incomparable par rapport à ce que nous, on peut vivre. Donc c'est déjà, moi, un hommage, je trouve, qu'on doit à nos ancêtres, qui n'étaient pas des danseurs ou des danseuses, hein. Il y en a qui a des familles artistes, on va dire, mais qui ont continué à vivre ça pour que nous, on puisse vivre. Donc moi, je ne me vois pas mener une vie, donner la vie, sans continuer en fait à transmettre, peut-être différemment, mais au moins à transmettre. Et l'autre axe, c'est que maintenant qu'on évolue vers une ère du tout digital, qui moi me passionne, encore les antinomies chez moi entre « Ah, j'adore coder, j'adore l'intelligence artificielle, mais où ça nous mène? Ça va être la fin du monde, etc. » Heureusement, je ne vais pas dire étrangement, mais heureusement, plus l'humain évolue vers des nouvelles technologies, plus l'humain se re-questionne sur son identité. Sur l'identité et l'ancestralité de notre existence, donc l'écologie, qu'est-ce que notre culture, et du coup un rattachement à garder ce qui nous caractérise en tant qu'humains versus un robot. Et justement, maintenir les cultures traditionnelles, les danses, etc., ça fait partie de ça, dans son oralité et dans l'émotion qu'on peut vivre, qui, ok, j'ai vu un spectacle au Japon où il y avait des robots qui dansaient, ils restituent très bien. Mais dans ma tribu, par exemple, il n'y a pas de chorégraphie. J'ai essayé de pousser un groupe de hidous qui chantent et qui dansent vers des scènes professionnelles. Ils m'ont dit, mais tu crois qu'on va nous donner de l'argent pour un événement qui n'est pas un mariage ou une naissance? C'est pas concevable. Jamais de la vie. Je crois que ce sont les seules personnes au monde, dans mon environnement, que j'ai entendu dire ça. Et là, je me suis dit, mais ils ont raison, en fait. S'il n'y a pas des gens comme ça qui gardent l'essence même de pourquoi on fait ça, tout va mourir. Donc, soit il y a des résistants, vraiment puristes, soit il y a des intermédiaires, un peu comme moi, qui font des ponts pour garder ça et donner un sens à notre existence. Oui, donc ça donne un sens à ton existence. Oui, et à mon existence de mère aussi. Oui, sans doute que quand tu as appris que tu allais être mère, ça a eu aussi un impact dans justement cette transmission où souvent on est un peu convoqué de « Ok, qu'est-ce que je vais donner à ma fille, à tes deux filles en l'occurrence ?» Oui, surtout que la première est née en plein Covid. Voilà, en 2020, enfin juste avant. J'ai pas vu le truc venir. Alors heureusement, parce qu'elle est née mi-février. On a pu faire la petite fête traditionnelle. Il y a les 40 jours normalement où la famille s'occupe de la jeune maman qui vient d'accoucher, etc. Oui, elle est entourée, etc. Là, pendant le Covid... on a pu faire une petite fête, mais après, ça a été violent. Du coup, parce que je me suis retrouvée seule avec le bébé. Mon mari, lui, avait une dérogation pour aller travailler. Et voilà, il y avait un ravalement, donc tout était obscur. On ne pouvait pas sortir. Et dès qu'il venait, j'essayais de me faire on avait le droit à 1 heure en fait, de sortie
Donc je sortais et puis des fois je dépassais Le périmètre. et je me suis déjà fait arrêter par les flics. Et je disais, ah mais je suis allée chercher un biberon quelque part. Et en fait j'avais juste envie de respirer. J'étais en jogging et le mec, parce qu'à un moment ils avaient dit interdiction aux joggers. Ah oui. Il y avait un truc comme ça. Oui. Les joggers, voilà, vous allez. Donc ils repéraient les gens qui étaient en jogging. Moi, je pouvais même plus courir. Je venais d'accoucher, je voulais juste marcher et prendre l'air et puis voir des gens. Parce que c'est une célébration. Bien Comment sûr. je peux avoir un bébé enfermé dans un appartement j'étais à Paris, encore à Centre à l'époque, et voir personne. Et avoir le bébé qui me parle qu'à moi. Et puis pour toi, je veux dire... C'était un truc de malade. Voilà, j'essayais de mettre de la musique, oui. Alors oui, j'avais fait ça. Je m'en souviens très bien. Tous les jours, à 13h, je dansais 1 heure devant ma fille. Tous les jours. À partir de quand elle a eu 2 semaines, à partir du confinement, début mars. Tu dansais quoi? Toutes les danses? Tout. Je mettais, je me suis dit, de toute façon, je ne peux pas faire de sport, je ne peux pas danser, je ne peux pas sortir. Et je transpirais comme ça. Et c'était le seul moment où elle restait calme. Elle pleurait plus. Wow. Et elle me regardait alors qu'elle avait même pas 1 mois. Et j'ai fait ça, oui, pendant tout le confinement. Donc je me suis dit, peut-être que là, il y a un premier déclic de, OK, quand tu es coupé de, justement, ta tribu, ton entourage, qu'est-ce que tu transmets en premier? En plus, voilà, c'est un peu personnel, mais il y a plein de femmes qui sont dans ce cas-là. J'ai pas pu allaiter. Du coup, tu n'as pas ce lien aussi qui te prend énormément de temps, mais qui te rapproche de ton enfant. Donc, évidemment, on nourrit l'enfant, hein, mais c'est pas pareil. Donc, il faut trouver d'autres moyens d'activer des liens de transmission aussi. Un bébé qui pleure, qui parle pas. Voilà, donc ça a été un gros déclic. Parce que de toute façon, le Covid, y a plein de gens qui sont restés chez eux et puis ça tournait dans la tête. Hein. Ouais, toi, ça a tourné dans quel sens? Alors, qu'est-ce que tu te disais? C'est qu'est-ce que je vais lui donner? Qui je suis? Moi, il y a toujours du positif et du négatif qui tournent. Comme ça, je me fais le meilleur et le pire scénario. C'est toujours ça dans mon cerveau. Donc, le meilleur scénario, c'était, de toute façon, personne n'a de vie en ce moment. Donc, j'ai rien loupé d'un point de vue social. J'ai pas loupé de spectacle, j'ai pas loupé d'événements, j'ai pas loupé de mariage, j'ai rien. Donc, au moins, voilà, tout le monde est au même niveau que moi. Mais, oui, ce petit bébé, imaginons que, voilà, parce qu'on savait rien du Covid, imaginons qu'on reste dans cette situation pendant un moment. Est-ce que je vais pas l'emmener au bled? Comment on va faire? Et d'ailleurs, le premier truc que j'ai fait quand elle a grandi, c'est que je suis allée, on l'a emmenée au Maroc. Je suis restée quasi 1 mois l'été suivant avec elle au Maroc. C'était comme pour rattraper le temps. Et lui, justement, transmettre cette culture. Exactement. Et on est allé plusieurs fois. Et cette célébration, parce que la danse, comme tu disais, en tout cas, cette danse traditionnelle, la danse traditionnelle, elle est là aussi pour les passages. C'est ça qui est important. C'est ça. Et puis moi, c'était limite devenu vraiment, comment dire, quelque chose dans ma ligne de conduite il faut que je lui enseigne la reggae. Donc déjà, à peine elle savait marcher qu'elle dansait déjà de la reggae. Cette danse donc, de guerrière. Voilà. Et pour moi, c'était comme si, OK, checklist, ça c'est fait. Ouais. Allez. De savoir qu'elle est amazigh. J'en conviens qu'en France, on va employer un terme pour simplifier en disant on est des Arabes. Alors, moi, je tolère plus le mot rebeu parce que c'est le quartier. Être rebeu, c'est quelqu'un issu de l'immigration nord-africaine qui vit dans un quartier. Mais on n'est pas arabe. En tout cas, dans ma famille, on n'est pas arabe. C'est pas une insulte de dire ça, on est amazigh. Donc, voilà, de dire à ma fille, d'ailleurs, en ce moment, c'est la nouvelle année amazigh, Yenayer, on va le célébrer. Et tout le temps, ramener la danse aussi là-dedans, c'est important. Parce que comme ça, l'enfant a déjà un tout de ce que représente sa culture dans l'oralité, mais aussi a une approche de célébration et de fête. Ton premier souvenir, finalement. Voilà, exactement. Tu vois, la boucle est bouclée. Toujours, toujours. Et de lui, finalement, transmettre ce qu'il y a dans l'ADN et qui fait qu'à un moment donné, ça pourra être réactivé ou non. Exactement. Et que ce soit en elle. Moi, ce qui m'importe, c'est l'ancrage, c'est de l'imprégner dans son ADN. Dès le plus jeune âge, et la deuxième, pareil, c'est ce qui m'importe. Et peut-être que j'ai pas tous les éléments, peut-être que j'ai pas tous les outils, peut-être que je fais des choses pas bien, mais au moins, j'aurais essayé au maximum. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Quel est, avec tous ces projets que tu as aussi fait à la WAD, j'aimerais que tu m'en parles un petit peu, qui a été un événement important
pour aussi célébrer ça. Et après, il faudra qu'on arrête parce que sinon, je vais te garder des heures, mais je peux pas. J'ai un studio qui a à rendre. Mais je voudrais que tu me parles donc un peu de cet événement en 2025 qui a été très important pour toi et de ce que maintenant, c'est quoi la suite ensuite? Yes, alors AWAD, c'est pour Amazigh Women Awards from Diaspora. Donc, dans mon cheminement sur la mazirité, où ça fait une dizaine d'années quand même que je suis activiste, mais que Activiste ou artiviste? Artiviste, tout à fait. Hein? J'utilise mon art au service de mon activisme pour la culture amazigh et puis plus largement nord-africaine. Du coup, c'était toujours un petit peu voilà, ancré dans un autre projet. Et puis, il y a eu quand même un déclic depuis 2022 où effectivement, j'ai aussi utilisé les bijoux que j'avais en ma possession depuis des années pour un usage artistique, encore une fois, mais de transmission, où il y a eu beaucoup de visibilité, qui coïncidait aussi avec le moment où des médias français ont commencé à s'intéresser à la culture amazigh. Notamment, il y a eu Le Monde, par exemple, qui a fait un article où il mettait directement le mot amazigh et pas berbère, les sujets d'appropriation culturelle. Donc, il y a eu un moment où, voilà, je veux dire, à peu près 2022, où j'ai été très sollicitée sur ce sujet-là, alors que je travaillais plus globalement sur la question nord-africaine. Et je me suis dit, mais c'est pas grave, les deux sujets peuvent très bien cohabiter, et c'est faux. C'est faux parce que, en fait, c'est plus complexe que ça. On est une identité qui est tellement, on va dire, plurielle, qu'on ne peut pas se dire je travaille sur la nord-africanité de la même manière que je travaille sur la mazirité. C'est deux approches différentes. Et donc, j'avais comme un double travail qui était énorme. Donc, un peu en solo sur driller beaucoup plus la mazirité, donner des conférences, travailler autour du bijou. Tu as fait un TED aussi? Voilà, j'ai été sollicitée pour donner un TEDx sur la reconnexion au matrimoine amazigh. Donc, c'était beaucoup de travail personnel. Et l'Institut du monde arabe. Voilà, donc j'essayais de jongler entre mes initiatives personnelles, tout ce que j'avais en termes de sollicitation, et aussi avec Kif Kif Bledi, d'essayer de joindre tout ça. Et au final, j'avais envie de quelque chose complètement dissocié, qui était de faire un événement, encore une fois, dans un grand théâtre parisien, parce que, notamment dans les théâtres parisiens, il y a eu beaucoup de spectacles coloniaux. Je fais une dédicace à ma chère Rokhaya Diallo, qui a été caricaturée par Charlie Hebdo avec cette image horrible qui aussi salit la réputation et l'incroyable carrière de Joséphine Baker. Parce qu'il y a eu ces spectacles coloniaux qui mettaient en avant des femmes racisées qui dansaient, dont un spectacle qui s'appelait La Belle Fatma. La Belle Fatma, c'est en fait toutes les nord-africaines, ou arabes, ou berbères, ou peu importe. C'est la femme qui est lascive, qui danse, danse du ventre. Donc danse du ventre, c'est possiblement aussi des danses de chez nous, amazigh, où on utilise le ventre et pas les hanches. Donc ça nous englobe. Et Fatma, c'est les cartes postales coloniales, les photos coloniales, la femme qui danse. Elles s'appellent toutes Fatma, mais ce sont des femmes différentes. Et donc il y a des affiches, notamment aux Folies Bergères, de ce spectacle de La Belle Fatma. Donc moi, je n'avais pas forcément pour optique d'aller là-bas, mais je voulais un parce événement. que ça s'est passé là-bas. Ça s'est passé là-bas pour, on va dire, le gala, mais il y avait à la Bellevilloise aussi le reste, parce que ça a duré 4 jours. Et la volonté de réunir des femmes qui travaillent sur la mazirité, mais pas que. Qui sont amazighs, mais qui travaillent sur d'autres sujets, qui sont journalistes, qui travaillent sur le numérique, sur l'écologie, sur les recherches, et de les rassembler pour l'empowerment, pour montrer qu'on peut proposer des choses de qualité et qu'on peut avoir un spectacle de danse, un concert, mais aussi des conférences très sérieuses, du développement personnel. Voilà, il y a plein de choses, il y a une 50aine de femmes invitées. Et pour moi, c'était très important, c'était énormément de travail, encore une fois, et je remercie encore toutes les personnes qui ont contribué. C'était très difficile, mais évidemment, quand on organise un événement, mais c'était important parce que j'avais envie aussi de proposer autre chose. Autre chose par rapport à où on voit les femmes amazighs aujourd'hui, notamment dans le spectacle vivant. Et du coup, oui, il y avait une forme de vouloir atteindre encore le même niveau que ce qu'on estime être institutionnel en France et en Europe. Donc c'était un gros challenge. Et tout ça, c'était évidemment, déjà, je ne le cache pas, quelque chose qui me tenait très à cœur, un challenge. Pour mener à bien un projet, c'est important. Oui. Il faut que ça vienne des tripes, sinon... voilà. C'était un rêve, mais aussi une volonté de réunir
plein de personnes qui m'inspiraient, plein de femmes. Voilà, il y a eu des femmes du Canada, d'Espagne, de Belgique, qui sont intervenues et qu'on voit jamais, qu'on voit que sur les réseaux sociaux. Donc, pour encore dire, on n'est pas des objets, on n'est pas juste véhiculés via des images. On intervient, on est là, on se réunit et on va se célébrer, encore cette envie de célébration. Et ça n'a pas pu avoir lieu sans voilà, plein de personnes qui ont contribué et qui sont principalement des femmes amazirs. On a eu des alliés hommes aussi, ou des alliés qui n'étaient pas amazirs, mais il y a eu pas mal de personnes et je suis très fière qu'on ait pu faire effectivement ce projet-là. Donc la suite, il y a une grosse symbolique en plus, hein. Oui. C'est très symbolique Ouais. dans tout ton parcours. Encore une fois, de rassembler, de célébrer avec des femmes, mais pas que, et finalement de rentrer dans une institution. Et donc les Folies Bergères qui fait aussi écho à l'histoire. Ouais. Donc ça, c'est comme si c'est quand même pas rien. Oui, c'est symbolique. Après, voilà, moi je reste toujours aussi déchirée dans ce fameux extrême, les antinomies, d'atteindre les institutions où le problème qu'on a, c'est qu'on est de plus en plus politisé. Voilà, artiviste, donc je suis politisée. Et le problème, c'est que toutes les institutions en France, européennes, sont plus ou moins en distance avec des valeurs qu'on a. Voilà, on a le sujet sur la Palestine, c'est crispé de parler de ça en France. On a des sujets sur des sponsors, sur des partenaires. On doit toujours faire attention à ça et on va être toujours blâmés, nous, les personnes racisées, par rapport à ça. Parce qu'il y a les personnes de nos propres communautés qui ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de ça. Il y a les partenaires qui vont avoir beaucoup d'attentes. Et du coup, on est déchirés entre les deux. Et je trouve que c'est de plus en plus difficile de garder ses valeurs, d'atteindre des objectifs et d'avoir les moyens d'en arriver. Quand je dis les moyens, c'est les moyens humains, les moyens financiers, c'est tous les moyens. Et à un moment, on ne peut pas être parfait. Moi, je ne suis pas parfaite. Et du coup, oui, des fois, on fait des choses où on n'aimerait pas travailler avec telle personne, mais on y va parce qu'on se dit, vaut mieux que je sois là plutôt que pas du tout. Et par contre, j'ai mes limites. Bien sûr. Ou bien, on m'invite, je suis là, mais on veut changer mon propos, changer, voilà. Je dis non. Soit vous me prenez avec mon wording, soit vous ne me prenez pas. Donc voilà, il faut toujours être dans cette négociation. Et c'est vrai que ça, c'est fatigant. C'est fatigant. Parce que finalement, ce n'est pas un monde qui a été pensé avec nous. Donc c'est normal qu'il y ait des clashs comme ça. Et c'est vrai que parfois, j'ai dû refuser de collaborer. J'ai dû refuser de collaborer avec certains espaces ou institutions, alors que c'était des très bons contrats. Parce que ça allait à l'encontre. Voilà, à l'encontre. Ou parfois, j'ai fait des choses que j'ai regrettées après. Ou bien parfois, j'ai fait des choses et je n'étais pas au courant de certains partenaires. Voilà. Et ça, on est très attendu au tournant quand on est initiateur et initiatrice de projets. Et c'est ça la difficulté, en fait. On a une forme de solitude où on porte le truc, on est dans la responsabilité. Et on peut être vu, là, on revient encore à mon truc d'enfance, comme le ou la traître. Là où, au contraire, tu essayes de faire bouger les lignes. Et c'est là où il faut avoir une vision très, très, très large et très en avant, de se dire pourquoi je fais ça et où je veux aller et quel est l'impact à long terme. Moi, je suis quelqu'un qui va très vite, mais qui a une vision sur le long terme. Je ne vais pas très vite pour avoir un truc tout de suite maintenant. Je vais très vite pour pouvoir poser les jalons pour le long terme. Et c'est quoi alors ta vision là, du quoi à long terme ? Moi déjà, j'ai une vision du post-long terme que j'ai fait ces 15 dernières années, où j'ai déjà l'immense plaisir de me dire les gens identifient déjà ce que ça veut dire Amazir. Et ça a été beaucoup de travail. Ça a été aussi beaucoup de concessions sur des gens qui essaient de te convaincre de non, ok, tant pis, t'es pas d'accord avec moi, mais je peux pas me fourvoyer. Donc c'est vraiment, moi j'ai une ligne de conduite et je suis Amazir, j'ai la tête dure, donc quand je dis un truc, je le garde. Je le garde. Donc, c'est une immense fierté de se dire qu'il y a des gens non seulement qui identifient le mot, qui font l'effort de le dire, et qui identifient la différence entre les danses amazirs et, par exemple, la danse orientale, Raqs Sharqi, du Caire. Voilà. Donc maintenant, les gens disent « Ah oui, parce que pendant longtemps, on m'a dit « Tu fais de la danse du vent, tu fais de la danse orientale, tu fais de la danse des chameaux, enfin, tu fais de la danse avec des poules dans le désert. » On m'a dit des trucs comme ça. Non. Donc, notamment, j'ai eu beaucoup de soutien de la communauté hip-hop. Voilà, il y a des gens qui m'ont beaucoup soutenue sur cette démarche, parce que c'est majoritairement des gens afrodescendants. Ils ne sont pas forcément d'Afrique du Nord, mais d'Afrique de l'Ouest, par exemple. Moi, je me sens plus proche de gens d'Afrique de l'Ouest que de gens d'Arabie Saoudite. Je ne connais pas, en fait, des Saoudiens.
Donc ça, c'est une immense fierté. Et le second step, c'est de me focuser sur laisser des traces plus, on va dire, disruptives. Et c'est là où je reviens, après avoir créé et mis mon énergie sur des projets collectifs, sur un recentrage de tout ce que j'ai vécu en me disant, OK, là, on a joué le jeu. On est rentré dans les cases de ce qu'on nous proposait, etc. Maintenant, dans le monde idéal, de ce qu'est une institution décoloniale qui accepte la mazirité en tant que telle, comment je vois les choses. Et c'est là où je fais le pont, encore dans mon slashing, entre qui je suis, entre mon amour pour la danse, mon amour pour les bijoux à Mazir, mon amour pour le matrimoine, mon amour pour les maths et les nouvelles technologies, et que je travaille tout ça pour savoir ce qui va sortir comme projet. C'est sûr qu'il y aura de la danse dedans, mais quelque chose d'hybride et de novateur pour dire, nous, les Amazirs, en fait, on est dans le futur, on est en 2976, là. Donc, activer tout ça. Il y a une énorme scène créative de designers, d'artistes Amazirs qui est hyper rafraîchissante. Voilà, j'espère en faire partie et travailler de plus en plus dans ce sens-là avec ces personnes-là aussi, pour aller toujours plus loin et toujours me mettre en risque pour pouvoir voir où je peux aller et qu'est-ce que je peux léguer du coup, notamment à mes filles. Merci beaucoup, c'est Merci. parfait. Merci à à toi. toi. Merci d'avoir regardé cet épisode d'Essence de la danse. Si cette conversation vous a touché, dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce que vous avez choisi de continuer ? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si vous voulez soutenir le projet, laissez un like. Ça aide vraiment à faire circuler cette histoire. Je suis Myriam Selam, journaliste et passionnée de danse. Et je vous retrouve très bientôt